Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle audition du groupe thématique Égalité femmes-hommes de la France Insoumise. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Clara. Clara qui travaille donc dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit fondamental du travail. Et aujourd'hui, elle va nous expliquer un petit peu quel est son quotidien et quelles sont les affaires qu'elle plaide pour justement avoir gain de cause sur toutes les discriminations que les femmes peuvent avoir au travail. Alors, je te laisse te présenter et puis présenter un peu ton travail. Moi, je suis Clara Gandin, je suis associée du cabinet Boussard, Verica et Associés, dans lequel on fait exclusivement du droit du travail côté salarié, entre autres. On est spécialisé en discrimination au travail. Donc on a commencé à travailler, historiquement le cabinet a été créé par Emmanuel Boussard-Verica qui a construit tout le droit de la discrimination syndicale et s'est inspiré de cette construction-là pour aller vers la discrimination envers les femmes. Et c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, on profite de l'outil créé par la loi Taubira, qui est l'action de groupe, pour essayer de défaire les discriminations envers les femmes au travail. D'accord. Et donc aujourd'hui, vous avez des affaires qui lient des associations, des syndicalistes qui assignent leur employeur en justice parce qu'il y a eu discrimination sur leur lieu de travail. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'évolution en fait de cette loi Taubira et aujourd'hui est-ce qu'elle va est-ce qu'il faut l'améliorer, est-ce qu'il faut aller plus loin parce que est-ce que vous avez les outils nécessaires juridiquement en tout cas pour aller plaider vos affaires? En fait, nous, ce qu'on a principalement au cabinet, c'est des dossiers individuels. Donc, il y a un salarié ou une salariée qui se saisit de sa situation, qui est problématique, qui est en fait révélatrice d'une discrimination liée à ses mandats, liée à son sexe, à ses grossesses, à sa situation de famille et à tout un tas d'autres motifs, comme l'origine, par exemple. Le problème, c'est que pour aller en justice, il y a un certain nombre d'obstacles. Un obstacle financier, il faut avoir l'argent pour saisir un avocat, et puis pour tenir au long cours, ça rejoint l'obstacle de la longueur des procédures, de l'état de la justice en France et le manque de moyens de l'institution judiciaire. On est sur des procédures qui durent entre 4 et 6 ans, puisque quasiment tous les dossiers de discrimination vont en appel. On a donc 2 ans au prud'homme, 2 ans en appel, et beaucoup de dossiers finissent devant la Cour de cassation. Donc il faut avoir les épaules, l'énergie, le soutien aussi. C'est pour ça que tout a commencé avec la discrimination syndicale, parce qu'il y avait de la mobilisation collective, que les camarades n'étaient pas seuls. Pour les femmes, quand même de la volonté, de la force pour toute seule se dire bon, bah j'y vais. Moi, je veux dire que c'est pas normal ce qui s'est passé, que ma carrière se soit arrêtée après mes grossesses, que des postes m'aient été refusés clairement parce que j'étais une femme. Et donc, voilà, ça c'est un appareil législatif, le droit antidiscriminatoire qui a vraiment percé dans les années 2000 et qui s'est vraiment construit devant le juge à la fin des années 2000, donc entre 2009 et 2010. Et depuis, on continue de porter des dossiers. Le problème, c'est que le caractère individuel, il ne s'attaque pas aux causes systémiques de la discrimination. D'accord. Et aux causes structurelles. Ce qu'on cherche en fait vraiment à démonter avec les dossiers individuels, c'est le fait qu'à l'échelle de l'entreprise, il y a des pratiques, des règles qui sont apparemment neutres, mais qui font que les femmes, là je prends l'exemple des femmes, parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais qui font que les femmes sont moins bien traitées que les hommes, dans l'accès aux formations, l'accès à la promotion, l'évolution de carrière, de rémunération, et tout le reste en fait des aspects de la vie de l'entreprise, l'organisation du travail, important aussi. Et dans ce contexte, la loi Taubira, c'est en novembre 2016, a créé une action de groupe qui est en fait la transposition de la class action américaine, qui existe pour le coup depuis très longtemps dans le système judiciaire américain. Mais cet outil, il a été, disons, rendu un petit peu plus compliqué à saisir qu'aux États-Unis, puisque on a un certain nombre également d'obstacles. C'est-à-dire qu'il était censé remédier à la difficulté d'accéder aux juges et d'accéder aux droits en tant qu'individu un peu esselé face à l'immensité judiciaire. Là, on se retrouve avec des obstacles juridiques, des obstacles de coût.
peut-être commencer par les obstacles juridiques. Oui, alors nous expliquer aussi pour que les personnes qui nous regardent comprennent qu'aujourd'hui, des personnes individuelles qui se forment en collectif ne peuvent pas, hein, aujourd'hui, assigner leur employeur en justice parce que juridiquement, elles ne sont pas reconnues en tant qu'association. Et là, c'est très précis, hein, on va parler un petit peu technique, mais dis-nous un petit peu plus sur cet aspect-là. Bah, concrètement, aujourd'hui, voilà, si vous estimez victime de discrimination au travail, vous pouvez saisir que tout seul. Donc parfois, c'est possible de s'organiser en groupe, et donc collectivement, des gens vont saisir le juge, mais en fait, chacun avec son dossier. Donc il y a un peu un effet de groupe qui se crée, mais c'est pas du tout une action de groupe. Le juge, il va regarder chaque dossier séparément, et il aura du mal à prendre en compte vraiment cet effet collectif, même si c'est ce qu'on essaie de faire valoir. Là, le but de l'action de groupe, c'est vraiment de pouvoir déjà s'attaquer à une situation collective, mais aussi permettre à, non pas des individus de mener l'action devant le juge, parce que oui, un autre obstacle à l'action, c'est la peur des représailles dans l'entreprise. Là, le but, c'est que ce soit un organisme plus solide sur ses bases, disons, qui s'attaque à l'employeur. Et dans la loi Taubira, ce qui est prévu, c'est que c'est les organisations syndicales qui peuvent poursuivre, et qui donc qui vont mener l'action au nom des salariés. Et ce n'est pas les salariés qui portent l'action, les salariés ils vont être là que pour illustrer l'action. C'est-à-dire que pour faire une action de groupe, concrètement, dans l'entreprise, il va y avoir un syndicat, une organisation syndicale qui décide de saisir de la situation et qui doit avoir avec elle 2 salariés pour illustrer la situation discriminatoire. 2 salariés minimum. C'est quand même mieux d'en avoir plus, surtout quand on dénonce un problème structurel, mais il faut quand même trouver des volontaires pour illustrer, et l'air de rien, même quand on met son nom, même si on n'est pas parti, ça fait un peu peur. Bien sûr. Il y a un autre... aujourd'hui, les associations ne peuvent pas prendre cette place qu'ont les syndicats. Seul moment où une association qui est constituée depuis 5 ans, déclarée depuis 5 ans, peut saisir le juge d'une action de groupe en matière de discrimination, c'est pour l'embauche, les refus d'embauche discriminatoire. Mais pas pour ce qui concerne la carrière, la formation, la rémunération. Ok. Et puis, donc ça c'est un premier aspect, mais deuxième aspect aussi qu'il faut qu'on puisse mettre en avant et puis qu'on puisse changer au niveau de la loi, c'est, on va dire, la sentence, hein, comme on pourrait dire, cette attestation de manquement et pas la rétroactivité, mais on va dire l'antériorité finalement du préjudice, le passé, puisque c'est cette loi Taubira, cette année, la 2016, qui met aussi un frein, puisque le MEDEF a été un petit peu malin. Il a introduit quelques lignes qui vous empêchent en fait de mener à bien votre travail. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? L'action de groupe, juste pour rappel, on peut faire 2 choses avec. D'un côté, il y a la réparation du préjudice, et ça, c'est censé réparer le préjudice passé. De l'autre, faire cesser le manquement pour l'avenir. Donc, faire cesser le manquement pour l'avenir, c'est quoi ? C'est demander au juge de faire des injonctions à l'employeur et de le forcer à prendre un certain nombre de mesures collectives, structurelles, à l'échelle de l'entreprise, pour remédier à des processus discriminatoires. Ça passe par des formations, ça passe par des vraies sanctions quand il y a des problèmes de discrimination, ça passe par peut-être l'intervention d'un tiers aussi, pour surveiller que des mesures soient mises en place de manière sérieuse, et pas qu'on atteigne l'égalité dans 50 ans, mais dans 5. C'est ce qu'on demande chez l'EDF. D'un côté, donc, on a cette cessation du manquement, et de l'autre, on a la réparation des préjudices. Et là, il faut revenir un tout petit peu sur comment marche l'action de groupe. D'abord, on fait une mise en demeure, donc une lettre qui est signifiée par l'huissier. Là, il y a une période de 6 mois qui s'ouvre normalement pour discuter avec l'employeur, pour négocier avec, pour parler en fait de cette problématique de discrimination qui est soulevée. En l'occurrence, l'EDF n'a pas souhaité discuter avec le syndicat. Et au bout de ces 6 mois, donc pendant 6 mois, on ne peut rien faire à part discuter. Au bout de ces 6 mois, on a le droit de saisir le juge si les discussions ne donnent lieu à rien ou qu'elles n'ont pas eu lieu. Et là, on saisit le juge par voie d'assignation, encore une fois par voie d'huissier, pour tout simplement que la procédure enfin commence devant le tribunal. Concrètement, le juge, il a une première décision à prendre, décider s'il y a une situation de discrimination systémique, et de l'autre, caractériser le groupe
Et là, il ouvre une période dans laquelle les personnes qui correspondent aux critères du groupe peuvent rejoindre le groupe, entre 12 et 24 mois. Et ensuite, il prend une deuxième décision dans laquelle il définit la manière dont on va indemniser. Comment on calcule les différents préjudices. Préjudice de non-accès à la formation, préjudice de manque à gagner sur la carrière, parce qu'on n'a pas aussi bien évolué que la moyenne des hommes qui sont entrés en même temps que nous dans l'entreprise. Concrètement, l'idée, c'est de suivre la méthode qu'on appelle la méthode Claire, du nom du syndicaliste CGT qui l'a créée, qui l'a développée et qui l'a systématisée dans de nombreux contentieux de discrimination syndicale, puis de discrimination sexuelle, les deux. Cette méthode Claire, elle consiste donc à comparer la femme qui est victime de discrimination aux hommes qui sont entrés en même temps qu'elle dans l'entreprise, et à voir où ces hommes atterrissent en moyenne en termes de classification et de rémunération, et elle voir où elle est. En général, ce qu'on constate, c'est qu'il y a une différence et de rémunération et de positionnement hiérarchique ou de classif, de métier parfois. Et en fait, à partir de là, on arrive à calculer. Donc on fait une espèce de triangle, et on calcule sur cette surface quel est le manque à gagner de cette personne pour le passé entre son embauche ou le moment où la discrimination a commencé et le point d'arrivée. Le problème qui se pose avec l'action de groupe, c'est que la réparation du préjudice qui est soumise au juge judiciaire, devant le tribunal judiciaire, elle ne peut commencer qu'à partir du jour de la mise en demeure. C'est-à-dire que donc tout ce qu'il y a avant, ce sera soumis à un autre juge. On doit aller devant le conseil de prud'homme, qui est le juge naturel du droit du travail, le juge historique, pour demander réparation pour le passé. On se retrouve donc à devoir saisir deux juges pour une même situation. D'un côté, cette situation collective où l'individu quand même a intérêt à en profiter pour demander réparation sur son cas, mais il ne peut le faire qu'à partir de la mise en demeure. En l'occurrence, pour CEDF, c'est à partir de juin 2019. Et pour le passé, il faut aller devant un autre juge. Donc on prend le risque d'avoir des décisions contradictoires, on prend le risque d'avoir des méthodes différentes de réparation des préjudices. Donc là, on a parlé du préjudice économique, financier, tout un tas d'autres préjudices, moraux, de santé, de formation. Et prud'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut, comme on aura des dossiers individuels, on aura plein de solutions différentes pour des gens qui pourtant étaient placés dans des situations très similaires. Pas identiques, c'est pas le sujet, l'identité, on est vraiment sur la similarité, la comparabilité des situations. Donc voilà, il n'y a pas d'uniformité de la justice à l'échelle du pays et à l'échelle même d'une entreprise, voire même d'une même entité. C'est ça qui nous pose problème, c'est ça qu'il faudrait changer. Que tout le préjudice puisse être soumis au même juge dans le cadre d'une seule procédure. Très bien. Et alors, on sait très bien que ces dossiers, ces assignations ont un coût. Et donc, il y a le frein aussi du coût qui permet, et on a le constat aujourd'hui qu'il n'y a pas beaucoup finalement d'actions de groupe. Et donc, on pourrait imaginer peut-être un fonds public qui permettrait à tout le corps syndical, aux associations de plus de 5 ans du coup, de pouvoir sereinement saisir la justice pour demander réparation, parce que au niveau financier, elles auront les moyens de mener à bien leurs actions, et ça serait aussi le partage, tout simplement, donc un fonds public. Est-ce que tu penses que c'est une idée, que c'est une bonne idée pour que vous puissiez travailler de façon sereine? Nous, clairement, on fait le constat qu'il y a très peu d'actions de groupe et que le problème du financement se pose à l'échelle des organisations syndicales. Et on voit, il n'y a que la CGT là, qui s'est saisie vraiment de cet outil. Mais il y a des raisons. Là, on fait des procédures qui sont forcément les premières. Donc, on essuiera des plâtres. C'est normal parce qu'il faut être créatif, il faut être aventureux, il faut être courageux. Les salariés et les syndicats là, qui se lancent là-dedans, et puis la Confédération qui chapeaute tout ça, il faut quand même une sacrée force pour se lancer là-dedans et des moyens. Et on peut pas, c'est un peu dur de faire reposer tout le financement de ces actions qui sont lourdes, qui sont longues, qui sont difficiles. Et donc on ne sait pas pour l'instant exactement ce qu'elles vont pouvoir donner à terme, les premières en tout cas.
c'est dur de le faire reposer uniquement sur les organisations syndicales qui n'ont pas des budgets ultra extensibles, surtout à une période où, évidemment, elles luttent pour maintenir leur base, pour gagner de nouveaux collectifs. Donc, évidemment, ça nous semble être indispensable. Et d'ailleurs, ça amène au deuxième sujet qui est que peut-être que les organisations syndicales ne devraient pas être les seules à pouvoir mener ce type d'action, y compris au travail, que des associations pourraient être là, quitte à ce qu'elles les mènent ensemble, pourraient être là pour justement non seulement participer, apporter leur expertise, leur soutien, et puis aider financièrement, faire des levées de fonds, y compris pour... Bien sûr. Ce serait pour permettre aux salariés de joindre l'action. Absolument. Avoir vraiment une visibilité sur l'avenir par rapport à cette problématique, qui est une vraie problématique. Hein. On parle des femmes dans les sociétés, on parle des femmes dans les grosses entreprises, qui ont du mal quand même aujourd'hui à se faire entendre et à faire valoir leurs droits. Donc effectivement, ça serait une grosse avancée par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous parler aussi de la problématique des indices ou des indicateurs, tout à fait. Plus précisément. Cette problématique des indicateurs, on la retrouve à deux endroits, à la fois par rapport au rapport de situation comparé que les employeurs, que ce soit de moins de 300 ou plus de 300 salariés, ont l'obligation de produire chaque année pour en fait faire un diagnostic des inégalités entre les femmes et les hommes dans leur entreprise. Il faut savoir que c'est depuis les années 80 qu'il y a cette obligation de faire des rapports de situation comparés, qu'il y a une liste d'indicateurs qui est rendue obligatoire à fournir par le législateur. Cette liste, elle a un peu évolué. Elle a été encore récemment, en 2017, complétée par de nouveaux indicateurs qui sont intéressants. Il faut savoir que dans beaucoup d'entreprises, tous ces indicateurs ne sont pas fournis, que certains sont fournis mais mal, qu'ils sont présentés d'une manière qui est incompréhensible parfois, qui rend impossible la comparaison entre certaines données sur la rémunération, d'autres sur la promotion. On a plusieurs données sur la rémunération et on ne peut pas les comparer aux chiffres des bilans sociaux. Enfin, voilà, disons qu'il n'y a pas une volonté de rendre cohérents et transparents les chiffres et de permettre un vrai diagnostic. Et il y a aussi un problème dans la liste d'indicateurs avec, disons, ce qui était vu comme un peu de flexibilité pour que les entreprises s'adaptent et fournissent à leurs syndicalistes et à leurs salariés les indicateurs les plus pertinents, ça se transforme un peu en liste fournie au bon vouloir de l'employeur. L'employeur choisit la catégorie pertinente et souvent les élus et mandatés ont assez peu de marge de manœuvre pour faire évoluer cette catégorie, cet échelon pertinent de comparaison. Et ça, c'est un problème qui se pose dans toutes les entreprises dans lesquelles on est aussi. Donc ce serait clairement un sujet sur lequel il faudrait travailler la liste des indicateurs. Ces indicateurs, le problème des indicateurs, on le retrouve aussi dans l'index Pénico, l'index égalité professionnelle, qui est sur 5 indicateurs. Je crois qu'il va être modifié prochainement par la ministre du Travail. Mais clairement, ces indicateurs ne sont pas suffisamment intéressants. Ils ne sont pas pertinents en fait. Disons qu'ils ne sont pas pertinents pour établir vraiment qu'il y a un problème de discrimination. On a l'impression que c'est un peu une distribution de bons points, sachant que c'est l'employeur, encore une fois, qui est le seul maître de comment il calcule ses notes à chaque indicateur et finalement sa note finale. Voilà. Donc il se met une bonne note généralement. Disons qu'il a les moyens, avec la manière dont est construit cet index, pour se mettre une bonne note assez facilement, même si au final la situation n'est pas si reluisante. Ce qui n'est pas forcément très avantageux pour lui non plus. Il aurait intérêt à mieux mesurer la situation pour avancer sur le chemin de l'égalité professionnelle. Oui, voilà. Bien sûr. En tout cas, il faut rester positif. En tout cas, merci pour le combat que vous menez. Merci beaucoup pour tout cet éclairage. On va faire remonter bien évidemment toutes les propositions que tu nous as faites, et donc on va essayer d'avancer sur ce sujet en tout cas, parce que cette consultation populaire, elle permet d'avancer sur le programme L'Avenir en commun, donc de l'améliorer, de le modifier, et donc grâce à ces auditions on va pouvoir se saisir de tous ces sujets pour avancer. Alors merci beaucoup à toi Clara, et puis nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle audition.